Je m'appelle Anthony Lesme, j'ai 42 ans. Je suis journaliste, réalisateur, un peu monteur. Je suis ce qu'on appelle un JRI, un journaliste reporter d'images. Et je fais un peu aussi de radio et un peu professeur aussi, depuis 3 ans maintenant. Et on va parler du bégaiement. Je suis pas né bègue, mais c'est venu vers l'âge de 5-6 ans à peu près. Et donc voilà, ça a eu une grosse influence, on va dire, dans ma vie. Et je crois qu'on va parler de ça. Comment tu définirais le bégaiement ? Bonne question, comment on définirait le bégaiement ? Le bégaiement, c'est un blocage, on va dire, s'il y avait un mot, un blocage de la parole, une répétition de la parole, une impossibilité justement à avancer dans la parole. Et peut-être aussi un mot qui irait avec le mot bégaiement, c'est labyrinthe. Voilà, on rentre un peu dans un labyrinthe, en fait, et on a du mal à en sortir. Après, on ne trouve plus la sortie. Donc, du coup, on cherche des moyens d'en sortir. Et c'est souvent en changeant de mots. En changeant de mots, en changeant de tournure, en respirant. Voilà, il y a plein de moyens. Il y a différents bégaiements aussi. Hein. Il y a presque autant de bégaiements que de bègues. Et voilà. Est-ce que tu as une métaphore à nous donner sur ton bégaiement pour qu'on puisse imaginer au mieux ce que tu vis ? La métaphore que je donnerais justement, c'est le labyrinthe. Je pense que c'est ça c'est qu'en fait, on rentre dans au milieu de quelque chose, comme un escargot, voilà, on rentre et après on trouve plus la sortie. Et c'est très long. C'est très long pour retrouver un peu. Je faisais par exemple du théâtre, et donc j'avais des scènes à apprendre, et je bégayais toujours au même endroit. Parce qu'une fois que le blocage s'est fait à cet endroit-là, après ça redevenait de manière automatique. Donc il fallait justement trouver un moyen d'échapper à ce labyrinthe, donc trouver une autre entrée, une autre sortie. Voilà, c'est un peu l'impasse en fait, un bégaiement. C'est un peu l'impasse de la parole, l'impasse de l'expression aussi. Donc, ce qui est quand même quelque chose qui est très important pour l'homme avec un grand H, pour l'homme et la femme, c'est de s'exprimer. Et donc, en fait, après, on a une tendance justement à s'isoler. J'ai pu entendre qu'il y avait certaines personnes qui, lorsqu'elles chantent, murmurent ou jouent un rôle, ne bégayent pas. Ouais. Est-ce que toi, tu as des situations où ton bégaiement n'apparaît pas ? Oui, c'était justement ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre à 20 ans, donc mon bégaiement était déjà un peu moindre que dans mon enfance et mon adolescence, mais il était quand même présent. Et donc justement, ce qui était assez étonnant, c'est que j'ai pu jouer des rôles, voire longs. J'ai même fait un monologue d'1h15. Donc un monologue d'1h15, c'est à peu près une vingtaine de pages à apprendre, hein, ça c'est très long. Et je ne bégayais pas. Voilà, je bégayais pas. Je bégayais souvent. En fait, quand je bégayais, ce qui était assez dingue, c'est que j'étais pas juste. Ce qu'on appelle la justesse quand on joue. Ça veut dire que j'avais pas trouvé le personnage, je m'étais sorti du personnage, Donc c'est vrai c'est vraiment quelque chose de. Moi, mon bégaiement était quelque chose de psychologique. Il n'était pas mécanique. Après, la mécanique, elle rentre en question. Mais disons que le bégaiement était psychologique, et donc du coup quand je jouais un personnage, certainement je sortais de moi-même, et avec tous mes bagages et mes valises, et qu'en fait je rentrais dans la peau de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre ne bégayait pas. Donc si je jouais juste, ça veut dire qu'il ne bégayait pas. Donc oui, et puis après le chant, évidemment, quand on chante on bégaye pas, voilà, oui, quand on murmure aussi, c'est vrai, on ne bégaye pas. Mais c'est encore plus frappant, si vous voulez, pour le jeu. Vers quel âge à peu près est apparu ton bégaiement ? Alors mon bégaiement est apparu a priori, parce que moi je m'en souviens pas,
mais apparu apparemment vers l'âge de 5 ans, 5-6 ans. En tout cas, des signes de pré-bégaiement, en tout cas de difficulté d'élocution. Donc j'étais un gamin qui parlait très très vite, et a priori, mon expression n'arrivait pas à suivre le rythme de mon cerveau. Et donc à un moment donné, il y a eu un blocage. Après, c'est vraiment venu, on va dire, à l'âge de 6 ans, 7 ans, et là je m'en souviens beaucoup, beaucoup mieux. Et au début, je sais que ma mère ne voulait pas le croire, quoi, que son fils était un problème d'expression. Mais non, il parle très bien. Mais non, mais non. Et puis en fait, petit à petit, c'est arrivé. Je crois qu'il y a eu la naissance aussi de ma sœur à 6 ans et demi, qui a été certainement un choc, comme pour beaucoup d'aînés. Alors il y a un choc positif, un choc, voilà, j'adore ma sœur, j'aime ma sœur, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est née, je pense qu'il y a eu un changement de maison, un changement. Donc en fait, je pense que tout ça a fait qu'à un moment donné, ça s'est enrayé, quoi. Voilà, qu'il y a la parole qui a commencé un peu à partir un petit peu en vrille. Et disons que ça s'est vraiment accentué avec les années, jusqu'à l'adolescence où là, ça a explosé, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause à ton bégaiement ou c'est dû à un traumatisme, par exemple? Certainement. Il y a certainement un traumatisme et certainement plusieurs traumatismes. En fait, le bégaiement, c'est quelque chose qui devient de moins en moins mystérieux, mais qui est encore un peu mystérieux. On dit même qu'il y a même des causes génétiques au bégaiement. Donc, c'est pas comme il y en a qui ont de l'urticaire, il y en a qui ont une possibilité de bégayer, parce que c'est quelque chose qui est là et qui se révèle. Et je pense que chez moi, ça s'est révélé. Il y a un cousin de ma mère qui bégaye aussi. Donc, il y a des traces de bégaiement dans ma famille. Donc, certainement que ça a dû se conjuguer à moi. Après, il y a des bègues célèbres dans l'histoire, donc qui n'ont pas... Voilà. Il y a Louis Jouvet, on va dire, qui était quand même un des acteurs majeurs du théâtre français, qui parlait comme ça, parce qu'il bégayait. Donc c'était une manière de trouver... voilà, il y a le grand Moïse qui était bègue. Donc voilà, on peut faire des choses. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Je me souviens, quand j'étais petit, justement, la première fois que je suis allé voir une orthophoniste, je devais avoir 8 ans, je crois, 7-8 ans, et en fait, je voyais, il y avait une fiche de maladie. Et en fait, donc, du coup, je me suis dit, mais je suis malade. Et donc ça a été un peu compliqué, voilà, psychologiquement, de se dire, mais pourquoi je suis différent, pourquoi moi ça a du mal à sortir, j'ai l'air niais, je suis pas intelligent, enfin voilà, j'arrive pas à m'exprimer. Et en fait, comme j'avais en plus envie de dire beaucoup de choses tout le temps, je me sentais handicapé, quoi. Et après, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap léger, qui est plus ou moins lourd, suivant les degrés, quand même. Il y en a pour qui c'est très 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 lourd. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est pas forcément les gens qui bégayent le plus qui le vivent le plus mal. Il y a des gens qui ont un bégaiement léger et qui le vivent plus mal que certains qui ont un bégaiement plus lourd. Donc c'est vraiment un rapport à soi, un rapport aussi de confiance en soi, de dire je m'en fous ou je m'en fous pas. Et je pense que de ce côté-là, moi j'ai eu un bégaiement plutôt... Bon, maintenant ça va, vous m'entendez parler, ça va. Mais à 14 ans, 13 ans, 14 ans, c'était terrible, quoi. Je bégayais à toutes les phrases. Hein. Je bégayais pas à tous les mots, mais quasi à toutes les phrases, avec parfois des blocages très 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 lourds. Donc là, il a fallu un peu, j'ai fait le pitre en classe, voilà, essayer d'attirer l'attention, en tout cas de détourner l'attention, se trouver un autre personnage que le bègue, quoi. Au moins le rigolo, c'est déjà mieux que le bègue. Et après l'humour, après aussi changer les mots, c'est-à-dire on sent que le mot, il arrive, il bloque. Donc dans mon cerveau, quelque part, j'aime beaucoup les jeux de mots, c'est pas pour rien, c'est que en fait, j'ai été habitué à changer de mots très 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 rapidement, et une polysémie, donc aussi un amour des mots aussi quand même qui s'est développé, un amour de la parole, de l'expression, du théâtre après qui est venu sur le tard, mais voilà. Comment ça se passait pour toi à l'école? Il y a quelque chose de terrible quand on est à l'école. Je me souviens au collège, justement en 6e ou 5e, c'est qu'en fait, la prise de parole est une panique totale. C'est-à-dire vraiment, on a l'impression d'être au bord du gouffre et qu'on nous pousse, quoi. Et donc la seule chose qu'on veut pas, c'est parler. C'est devant la classe en plus.
Et bon, on sait qu'à cet âge-là, c'est en plus difficile, quoi. Hein. C'est les premiers rapports sociaux, rapports humains qui sont difficiles, les moqueries, pas les moqueries, tout ça. Et en fait, ce qui m'a le plus fait mal, je pense, c'est justement qu'on ne m'interroge pas. C'est-à-dire que, malgré tout, j'avais une prof de français et qui faisait lire donc un texte à chacun dans la classe, chacun lisait à son tour, et moi, au bout d'un moment, elle me sautait, quoi. Et en fait, cet effacement a été terrible, en fait, parce que du coup, au lieu de dire, de faire sa prof très pédagogue, dire bon voilà Anthony, prends ton temps, c'est pas grave, souffle, respire, t'inquiète pas, voilà. Je pense que ça serait en plus, ça serait davantage passé, quoi. Donc il y a aussi, on tombe aussi sur des professeurs plus ou moins intelligent, hein. Quand on a un professeur intelligent, brillant, ça nous suit pendant des années. Et quand on en a un qui est pas bon, je vais pas dire que c'est la norme, parce que c'est pas du tout vrai. Mais disons que je pense que le bénéfice d'avoir un bon professeur est supérieur que celui d'un mauvais. Mais heureusement, j'en ai eu des bons après. Mais elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. Donc voilà, on veut se faire tout petit et en même temps on n'attend qu'un truc, c'est de nous sortir de là, quoi. Et donc ça a été compliqué. Ces années-là de collège ont été très très compliquées pour moi. Est-ce que tu te rappelles d'un événement lié à ton bégaiement qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a un événement qui m'a marqué dans mon bégaiement ? Non, je pense pas. Enfin, j'ai pas de moment. C'est marrant que tu dises. Je recherche des moments, en fait. C'est marrant parce que non, mais là il y a un événement, mais c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard que l'enfance. J'ai interviewé. J'étais jeune journaliste, vraiment je commençais à peine, et j'ai interviewé un type qui s'appelle Charles Pasqua, qui était un grand personnage d'État, ancien ministre de l'Intérieur, proche de Gaulle, créateur d'une police secrète, enfin une espèce de mastodonte de la politique française. Et je me suis retrouvé devant lui, je sais pas, j'ai été hyper impressionné, et j'ai commencé à bégayer. Et je posais une question, en plus il fallait que je pose une question un peu dure, et du coup je me suis un peu décomposé sur place, et lui me regardait bizarrement. J'ai dit oula, alors là j'ai fait une grosse respiration et tout, et je suis reparti dans ma question, et il a répondu. Mais voilà, ce qui est étrange aujourd'hui, en fait, mon bégaiement, c'est qu'il ressort à des moments comme ça. Il ressort à des moments parfois de stress, de fatigue aussi. Voilà, quand je fais beaucoup de choses, je suis fatigué, à un moment donné, je sais pas, ça revient. Mais c'est pas comme avant, voilà. C'est pas comme avant, c'est pas chronique. Il y a des jours où je bégaye pas du tout, des semaines où je bégaye pas du tout, et puis d'un coup, pendant une semaine, pendant 3 jours, 4 jours, ça revient. Quelle est la pire remarque, la plus déplacée qu'on ait pu te faire à propos de ton bégaiement ? Bon, la pire remarque, c'est un peu Ouais, j'avais oublié ça. Mais la pire remarque, c'est un peu de m'imiter, en fait. C'est un peu l'imitation, voilà. Ça, j'en ai eu. Quand j'étais notamment en 6e, 5e, 4e, par là, voilà, des mecs qui se marrent sur votre compte et qui vous imitent en l'impression d'être un débile, quoi. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Mais après, je peux pas dire que j'ai été non plus, qu'on s'est acharné sur moi. Non, ça a été ponctuel, par-ci, par-là. Mais évidemment, c'est des choses qui font pas plaisir. Et puis en plus, on est démunis parce que justement, comment on réplique, quoi. Donc si on réplique et qu'on rebégaye, c'est encore pire, quoi. Donc je me souviens pas m'être battu pour ça. Je me souviens pas. Non, j'ai pas fait ça, mais je pense que j'ai fait profil bas, j'ai encaissé, et puis j'ai dépassé le truc plus tard. Mais sur le moment, c'est clair que ça m'a fait mal. Est-ce que tu as déjà subi du harcèlement à cause de ton bégaiement ? Non, voilà, j'ai pas subi de harcèlement. J'ai pas subi de harcèlement à cause du bégaiement, heureusement. Après, mon époque, c'était pas l'époque des réseaux sociaux. C'était, je pense, heureusement.
parce que ça aurait pu peut-être être justement plus grave, enfin, j'imagine, un enfant qu'on prend sur le vif qui est en train de bégayer en classe et qu'on passe la vidéo, ça pourrait être terrible, quoi. Non, moi j'ai pas eu ça. Après, ça a influé quand même, ça a bougé mon rapport au monde. Que j'ai décidé quand même, je voulais quand même être quelqu'un d'autre que le bègue, quoi. Donc je le vivais mal. Et comme je le vivais mal, du coup j'ai commencé un peu à amuser la gaderie, à être un peu plus indiscipliné, à répondre, à montrer que j'étais un peu le rebelle, machin. Tout ce qui n'était pas le bègue en fait. Donc le bon camarade, mais qui fait marrer, être un peu, pas séducteur parce que c'est pas le mot, mais comment dire, quand même aller chercher des filles, être quelqu'un d'autre que celui qui subit en fait cet état de fait, quoi. Et après j'ai eu aussi, après il y a eu les moyens pour m'en sortir aussi. Enfin voilà, il y a eu aussi plein de choses qui ont fait que j'ai pu m'en sortir davantage avec les années. J'ai commencé à 15 ans le saxophone. Donc j'ai fait saxophone et je pense que ça a été un bien pour moi incroyable parce que je faisais quelqu'un de bien avec ma bouche. Et c'est con, mais c'était pas du piano. Le piano, on voulait que je fasse du piano, je dis non. Et en fait, je pense que si je voulais faire un truc avec ma bouche, ça aurait été peut-être du chant, ça aurait peut-être été... Mais là, ça a été du saxophone parce que je trouvais ça, j'adorais. Je trouvais ça hyper beau et tout, et puis j'ai pris des cours et de jouer, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien aussi d'un point de vue physique, c'est-à-dire que j'apprenais à souffler, à respirer, à souffler avec mon ventre. J'avais aussi en fait le corps, avec le bégaiement, se contracte complètement. Et du coup on oublie de respirer, il y a l'air qui passe plus, on veut dire quelque chose, machin, mais ça sort pas, donc on se contracte. Enfin c'est un processus, c'est un cercle, c'est ça que je dis, un labyrinthe, c'est un cercle vicieux, quoi. On manque d'air, donc si on manque d'air, justement on bégaye encore plus, et comme on bégaye encore plus, en fait on veut parler encore plus vite, et puis non. Et puis en fait à un moment donné, on voit que c'est l'échec total, donc on est là, on s'arrête de parler, et puis on s'en va, quoi. Alors que maintenant, là, quand ça m'arrive, quand je vois que justement je manque d'air, je m'arrête, je respire et je repars. Voilà. Mais c'est une chose que le saxophone m'a appris, je pense. Raconte-moi une meilleure anecdote et une pire anecdote sur ton bégaiement. Tu peux commencer par celle que tu veux. La meilleure anecdote, c'est une double anecdote, je pense. Voilà, je pense qu'il y a eu le saxophone, mais après, il y a eu aussi le français. Les cours de français, j'ai eu un prof exceptionnel, un prof de français, qui m'a beaucoup fait confiance, et puis ça a été pour moi une découverte assez belle du français. Il aimait Baudelaire, il aimait Rimbaud, j'ai découvert les poètes, et puis j'ai eu 18 au bac, quoi, à l'oral, en français. Donc un bègue qui chope une note comme ça, enfin je suis tombé sur un poème de Rimbaud, et je le connaissais par cœur, presque. Enfin, donc même quand l'examen était fini, le mec il m'a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Moi j'étais là mais non, encore. J'étais à fond. J'étais à fond et du coup ça a été une première victoire en fait. Et après il y a eu la deuxième victoire, c'est de rentrer au conservatoire à Marseille, parce que je suis marseillais, de théâtre. Et là j'ai rencontré aussi un autre professeur incroyable et ça a été une autre victoire que d'aller sur scène, quoi. Voilà, d'aller sur scène, un mec qui va sur scène, puis j'étais quelqu'un... je crois pas que j'étais timide, en fait, parce que je crois pas trop à la timidité, enfin, il y a des gens profondément timides, mais je crois qu'il y a des gens aussi profondément complexés. Donc, et moi, je crois que j'étais complexé. Donc ça m'a décomplexé et ça m'a fait un bien fou à tous les niveaux. Et surtout pour le bégaiement. Et puis ça m'a appris à respirer, ça m'a appris à faire confiance, à parler avec les autres, à jouer. Donc ça, c'est les meilleures, on va dire, les meilleures anecdotes. La pire anecdote, je crois que la pire anecdote, c'est cette prof de français qui passait mon tour. Voilà, qui faisait comme si j'étais un fantôme, voilà, et qui me faisait pas parler, alors que c'était son rôle. Voilà, je pense que c'est la pire. Après c'est vraiment c'est du concret. Après c'est la continuité qui est difficile. Et la pire, je peux revenir peut-être aussi sur une autre pire anecdote, c'est qu'en fait, et elle est pas très vieille en fait. Elle est pas très vieille. J'étais correspondant à Jérusalem et j'ai fait des directs
Et j'avais une semaine, c'était une semaine assez terrible, c'était la mort de Shimon Peres, qui était l'ancien Premier ministre d'Israël. Et donc, il y a eu beaucoup de directs, j'en ai fait beaucoup. Et c'était de 6h du matin jusqu'à minuit. Et pendant 3 jours, 4 jours. Et le 4e jour, j'étais épuisé mentalement et physiquement. Et là, il y a un direct qui a été catastrophique, quoi. C'est-à-dire que là, une machine à bégayer, quoi, une mitraillette. Et j'y arrivais plus, quoi. Et là, je me suis décomposé. Donc là, ça a été comment dire, quelque chose qui revient de loin, et qui m'a envahi. Donc là, j'ai décidé d'arrêter de faire des directs. Je me mettais trop en danger, en fait. Donc, j'ai pas pu justement trouver ce personnage, je crois, qui m'aide à ce moment-là. Et ce personnage, je l'ai cherché, je l'ai approché, mais je l'ai jamais eu. Et je regrette, hein, c'était un échec difficile. Et il n'est pas si vieux, hein, il a 4-5 ans. Donc peut-être qu'un jour, maintenant, ça m'arrivera et que je pourrai y retourner. Mais donc voilà, c'est toujours un combat, c'est pas fini. Quelle réaction va susciter ton bégaiement face à tes interlocuteurs? Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, franchement, je bégaye trop peu pour sentir vraiment une réaction chez les personnes. C'est quand je bégaye, les gens en fait qui me connaissent et qui m'aiment, ils attendent, quoi. Ils attendent que ça passe, que je respire, et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de mauvaise réaction du tout. J'en ai plus, puis en plus à nos âges, je veux dire, bon voilà, il n'y a plus. Les gens ont vécu, ils ont aussi leur tard, et il y a moins cette chose-là, quoi. À 40 ans, on en a vu d'autres. Je remarque que souvent, il y a des gens qui veulent compléter vos phrases ou veulent aller plus vite que vous. Quelle réaction cela crée chez toi, ce comportement crée chez toi? De vouloir compléter la phrase du bègue, ça part d'un bon sentiment parce que on a envie de l'aider. Voilà, en fait, les gens sont en empathie la plupart du temps avec vous. Même allez, à 99%. Ils sont en empathie, ils veulent vous aider, ils vous voient en galère, ils ont envie d'aider. J'ai rarement vu des gens impatients, genre dire voilà, bon, c'est quand qu'il finit sa phrase, quoi. Non, ça c'est beaucoup plus rare. Puis même moi, ça m'arrive, c'est que même moi je rencontre des bègues. J'ai un de mes copains d'ailleurs, un très très bon ami qui bégaye plus que moi. Et parfois, moi aussi, ça m'arrive de lui terminer ses phrases, ce qui est assez drôle. Mais bon, voilà, puis c'est une fois, évidemment, si c'est tout le temps, c'est relou. Alors là, je vais lui dire, bon, franchement, laisse-moi parler, ta gueule, quoi. Mais bon, ça va pas... ça n'arrive pas, Donc, voilà, mais c'était un peu irritant, évidemment, plus jeune. Plus jeune, c'était un peu irritant, mais maintenant, ça va. As-tu déjà senti que ton bégaiement gênait ton entourage? Alors, non, ça gêne pas. Ça m'a gêné forcément pour... c'est les premiers contacts qui sont difficiles. C'est la première fois que vous rencontrez une personne, que vous rencontrez une fille, même quand moi j'avais une hantise du téléphone. Mais passer des coups de téléphone, c'était affreux pour moi. Avec des gens que je connaissais pas, voilà, typiquement ce que les journalistes font, bonjour, je voudrais machin, on connaît ni Adam ni Dave, et là le bégaiement, je sais pas pourquoi ça me stressait, donc il venait encore plus, quoi. Même à 25, 26, 25, enfin ça m'est arrivé jusqu'à tard. Maintenant je gère, mais ça peut revenir d'ailleurs, mais c'est rare, je gère, mais c'était la hantise. Donc les premiers contacts, comment aborder une fille? Pas évident. Comment aborder une fille? Voilà, déjà... Alors en fait, ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait rapidement, c'est déminer. On démine le problème. C'est-à-dire qu'on dit, bon voilà, j'ai un petit problème de bégaiement, mais c'est rien. Et en général, quand on le dit, on bégaye plus. On a juste en fait, parce que quand on le dit pas, on a juste peur de se dire à quel moment elle va réaliser que je suis bègue, quoi. Et là, c'est un peu affreux. Mais bon, après, c'est pas tous les jours non plus on rencontre des personnes, on les rencontre pas directement pour les séduire, quoi. Enfin voilà, après c'est aussi beaucoup de séductions qui viennent parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a fait connaissance et que c'est naturel, quoi.
Mais c'est vrai que pour draguer en boîte, typiquement, machin, j'étais pas le mieux placé. Est-ce que des fois, tu t'interdis de dire certains mots? Oui, oui, il y a certains mots qui sont difficiles. En fait, je suis allé voir un psy, première fois que je suis allé voir un psy, j'avais quoi, 14-15 ans, un truc comme ça. Et première fois, il me dit pourquoi vous venez? Je lui dis je viens, j'ai un problème de bégaiement et tout ça. Il me dit sur quelle syllabe vous bégayez le plus? Je fais le M, je crois, et le P. Il me regarde, il sourit, vous trouvez pas ça drôle quand même? Voilà, papa, maman. Voilà, c'est un peu. Faut pas chercher de midi à 14h, mais. Après, moi, il y a eu un divorce aussi, donc peut-être que c'est une couche qui s'est ajoutée. Mais oui, il y a certainement c'est les pronoms comme ça, les peu, les me, les veux, oui. Pourquoi, enfin voilà, le mot pourquoi, c'est dur de commencer comme ça, quoi. Donc souvent, en fait, on commence par une voyelle plutôt que par une consonne. Voilà, c'est des trucs. Je vois, enfin voilà, on cherche un peu des aides comme ça qui sont un peu des marchepieds, quoi, pour la phrase, pour commencer sa phrase. Et puis après, oui, beaucoup de synonymes. Beaucoup de synonymes. J'ai un dictionnaire de synonymes dans ma tête. Donc, et puis ça fait une gymnastique au fond. Donc c'est pas mauvais. Le bégaiement a déjà été un complexe pour toi en drague? Ah oui, donc clairement. Clairement, ça a été un complexe pour aborder une fille. Déjà que j'étais d'une nature un peu timide, enfin je pense, assez romantique, assez machin, assez idéaliste et compagnie. Donc là, en plus, aborder, parler, avoir l'air cool, machin, mais pas aligné de mots, enfin c'est compliqué, quoi. Donc oui, ça a été compliqué, mais bon, je m'en suis quand même sorti. Voilà, ça a été difficile, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu des moments aussi qui ont été magiques et qui ont permis de dépasser ça, et heureusement. Voilà. Et puis après, une fois que c'est un peu comme le vélo, quoi. Voilà. Une fois que vous avez monté dessus, vous pouvez reprendre du vélo et aller gambader, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il a fallu passer quelques étapes qui ont été difficiles, qui ont été peut-être plus difficiles que pour d'autres. Mais bon, ça c'est quand même allé. Le bégaiement a déjà été un complexe pour toi dans la vie de tous les jours? Alors, je pense pas qu'aujourd'hui mon bégaiement soit un complexe qui m'occupe toute la journée. Enfin, non, je pense que c'est une présence, une caractéristique, même une part de mon identité. Voilà, vous savez, votre handicap, en fait, après, vous y faites, quoi. Hein. Vous aussi, c'est votre jambe de bois, quoi. Donc oui, c'est et en même temps, on s'en accommode plus, et puis plus le temps passe, et plus il y a de choses autrement importantes qui vous arrivent dans la vie, aussi peut-être des responsabilités, une bataille. Après, certainement qu'en fait, cette volonté de m'exprimer, et cette impossibilité de m'exprimer, a fait ce que je suis aussi, a fait ce que, justement, cette volonté de dépasser cet handicap a fait que j'ai fait du théâtre, que j'ai fait ensuite du journalisme, que finalement j'ai fait du commentaire, que j'ai fait, voilà, qu'on entend quand même ma voix sur des sujets. Donc malgré tout, ça a été un peu un moteur aussi, donc pour se dépasser. Souvent, de toute façon, on va là où on ne peut pas aller. Enfin, où on se dit qu'on ne peut pas aller au départ, et puis en fait, il n'y a que là qu'on veut aller, parce qu'on veut dépasser quelque chose. Donc ça c'est intéressant, et puis c'est pas... Il faut trouver justement cette énergie, et puis parfois ça marche pas. Mais l'important c'est que c'est quand même de s'exprimer, en tout cas pour moi. C'était quand même de trouver une expression, un rapport au monde, expliquer le monde, le contact des gens. Voilà, j'aime aussi beaucoup le contact, et en fait qui dit contact dit parole. Donc il faut parler avec les gens, et
je suis vachement attiré par ça, par le contact, par la nouveauté. Et donc j'aime plus ça que ma peur de leur parler. Voilà. Bon, surtout après, après après j'ai mon personnage de journaliste. Donc je pense que j'ai quand même un habit différent qui me permet d'avoir le prétexte d'aller leur parler. Et ça m'aide. Ça m'aide. Après, il y a parler dans une langue étrangère. En anglais, je bégaye moins. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai moins de référents psychologiques. Pourtant, j'ai beaucoup moins de mots. Mais je bégaye moins en anglais. C'est assez drôle. Est-ce que tu t'es déjà senti forcé de corriger ton bégaiement? As-tu ressenti une certaine pression sociale? Je pense qu'au niveau familial, ça a été compliqué aussi. Ça a été compliqué parce que je pense que c'est notamment ma mère n'a pas compris ce que c'était que le bégaiement. N'a pas compris les difficultés que j'avais et n'a pas compris en fait tout son rôle au départ. Après, je pense qu'elle a vachement rectifié le tir et ça allait mieux. Mais au départ, c'était d'abord une impossibilité que son fils bégaye. Enfin, c'était pas inimaginable. Et après, c'était aussi de minimiser, de dire c'est pas grave. En fait, non, c'était important. Voilà, elle n'a pas compris peut-être à quel point justement c'était un élément de souffrance, un isolement aussi. Mon père, non, ça n'a pas été trop. Oui, enfin, ça peut-être lui passer au-dessus aussi, quoi. Enfin, j'ai pas eu vraiment d'accrochage avec lui sur ça. Et il était moins présent aussi. Donc oui, ça a été difficile, un élément de correction qu'il fallait faire, ouais, il fallait s'en occuper, quoi. Et ils s'en sont occupés, mais et encore une fois, à l'époque, ouais, j'ai 42, donc on va dire il y a 30 ans ou 35 ans, je pense que c'était encore... il n'y avait pas vraiment de spécialistes du bégaiement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a davantage d'orthophonistes qui sont spécialisés dans le bégaiement. On fait des études, les études sont plus poussées, on sait davantage en fait comment pas le soigner, parce qu'en fait comment s'en accommoder, comment progresser, comment s'acclimater avec le bégaiement. Et voilà, donc moi on était un peu au début de tout ça, je crois. Donc ça a été, après au niveau social, oui, les amis, ça a été un peu compliqué, mais en même temps non, ça a été compliqué avec certaines personnes, certains copains, mais avec des amis, non. Les amis, c'était des amis, et pour moi c'était hyper important, et eux, ils étaient avec moi, et moi j'étais avec eux, peu importe nos bégaiements. Et puis en plus après, une fois j'ai vraiment une relation forte avec une personne, j'ai plus de complexe, et en fait du coup je parle beaucoup plus librement, donc je me crispe moins en fait, je suis plus libéré. Voilà. Je sais que tu es professeur et journaliste. Je me demandais si le bégaiement n'avait jamais été un obstacle pour toi pour atteindre tes objectifs professionnels. Est-ce que tu as déjà appréhendé? Alors pour être professeur, non, parce que la première chose que je fais normalement quand j'arrive en cours et quand je découvre une classe, c'est que je préviens. Je dis voilà, j'ai un petit problème d'élocution, de temps en temps je bégaye, vous allez m'entendre, je démine. Voilà, je démine. Et puis je dis voilà, on a tous des soucis, bon moi c'est celui-là, voilà. Et les étudiants le prennent plutôt bien, j'ai jamais entendu de moquerie ou quoi, même comme ça, donc ça va. Après, d'un point de vue journalistique, oui, je pense que ça a été un petit frein quand même, parce que par exemple, même pour ma vie de comédien à l'époque, parce que j'ai voulu faire de la comédie, le casting, c'était une souffrance. Voilà. Apprendre une pièce, quand j'étais à l'aise dans une école de théâtre, apprendre une pièce, avoir le temps, répéter, mais quand on passait au mode professionnel, passer un casting, découvrir un texte, improviser dessus, avec le stress d'être pris, pas pris, machin et tout, bon, moi j'avais les mots qui passaient pas la gorge, quoi. Donc après, je me suis arrêté, hein. J'ai fait qu'1 an ça. Après, je suis rentré dans une école de journalisme. Mais disons que même après, pour le journalisme, de ne pas faire de direct ou quoi, peut-être que ça m'a un peu
un peu handicapé, peut-être un petit peu. Enfin, en tout cas, ça m'aurait permis de travailler plus, peut-être, et de m'ouvrir un peu une porte, une ou deux portes en plus. Après, bon, j'ai déjà assez de spécialités, on va dire. Enfin, je tourne, je pars seul, je fais déjà pas mal de choses, quoi. Je suis plutôt derrière la caméra et ça me va très bien aussi. Mais j'aurais pu être peut-être un peu plus devant si en effet j'avais pas eu le bégaiement. Selon toi, est-ce que le bégaiement peut complètement s'en aller? Sinon, est-ce que tu connais des solutions pour le diminuer? Alors, très bonne question. Est-ce que le bégaiement peut s'en aller? Je crois pas. Et c'est pas grave, en fait. Est-ce qu'on peut s'en accommoder? Est-ce qu'on peut le réduire? Oui, certainement, et de manière très très forte. Et je pense que plus on le prend tôt, mieux c'est aussi. Parce qu'après, il y a l'habitude, il y a quand même un enfant, on va dire, il est beaucoup plus malléable encore, quoi. Voilà, donc dans le bon sens et le mauvais sens, mais dans le bon sens aussi. Et donc du coup, un enfant peut vraiment faire des progrès spectaculaires aujourd'hui en 1 an, 2 ans, vraiment. Après, il y a des bégaiements qui sont aussi mécaniques, hein, qui sont aussi des problèmes de bouche, de langue, voilà, qui sont aussi des trucs qui sont très difficiles. Donc là c'est compliqué. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y en a. Après, pour tout ce qui est psychologique et tout, il y a des enfants qui bégayent de manière... des enfants, des adultes, de manière impressionnante. Voilà. Donc ceux-là, il y a des moyens. Il y a des moyens de les faire progresser. Après, il y a eu beaucoup de bullshit aussi sur plein de techniques. Une espèce de corps, de trucs comme ça, de sortir un peu avec les muscles et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup... Je pense que c'est une... Pour réduire, il faut vraiment être polydisciplinaire, quoi. Il faut y avoir beaucoup de choses. Et il peut y avoir de la psychologie, être avec une phoniatre, il peut y avoir de la sophrologie, il peut y avoir du yoga pour se calmer, il peut y avoir plein de choses en fait qui vont faire que vous allez vous mettre dans un... Il peut y avoir le théâtre aussi, évidemment. Il peut y avoir plein de choses qui font que vous allez progresser. Et puis non seulement progresser sur la technique de parole, mais aussi sur la psychologie et sur votre rapport au bégaiement qui va être plus contrôlé, plus distancié aussi. Quelle a été ta démarche face à ton bégaiement? Est-ce que tu la recommanderais? Ma démarche par rapport au bégaiement, ça a été au départ, j'ai subi beaucoup. J'ai quand même vu une orthophoniste assez tôt. Je pense qu'il m'a fait du bien, quand même. Mais après, ça a été la découverte du saxophone, la découverte du théâtre. Je pense que l'amitié aussi, j'ai eu des amitiés assez fortes au collège. D'ailleurs, c'est toujours des copains et des amis. Donc je pense que j'ai eu un socle aussi amical qui a fait que j'ai pas été isolé dans mon truc à me morfondre. Et que après, il y a eu la vie professionnelle. Avec le journalisme et tout ça aussi, où j'ai eu énormément de joie, quoi, je pense. Donc j'ai eu des très très beaux moments. Et tout ça fait que ça passe. Après, il y a toujours un peu des regrets sur certains trucs. On se dit, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, peut-être si j'avais pas été bègue, machin, enfin bon, bref. Mais au final, ça va. J'ai pas à me plaindre et tout va bien, quoi. Et puis, je suis pas encore le plus grand des bègues, même si je pense que j'ai eu du mal à accepter pendant très longtemps. Et que ce chemin n'est pas encore tout à fait fini. Quelle est selon toi la place de l'orthophonie dans l'amélioration de la personne bègue? Je pense que l'orthophonie, c'est fondamental pour un bègue. Il n'y a pas toutes les orthophonistes ou tous les orthophonistes qui sont spécialisés dans le bégaiement. Donc si jamais on a un problème de bégaiement, il faut quand même bien savoir où on va. Parce que ceux qui sont spécialisés, c'est important. C'est important parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils peuvent vraiment vous aider à dépasser, à prendre le problème à bras-le-corps et à vraiment avancer
avec l'enfant, avec l'adolescent, avec le jeune, enfin voilà, même avec l'adulte. Et il y a eu des progrès assez spectaculaires en 10-20 ans. Donc c'est important de voir un orthophoniste. Mais encore une fois, je pense que l'orthophonie, c'est pas la seule solution, il y en a d'autres aussi. Mais même si elle peut être au centre de la solution, peut-être, il y a d'autres solutions qui peuvent être aussi la psychanalyse. Il y a aussi beaucoup de logiques psychologiques qui sont au cœur du bégaiement souvent. Il y a peut-être aussi l'hypnose, mais il faut savoir à qui on s'adresse aussi. Bon, ça fait partie aussi de la psychothérapie, mais l'hypnose, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent vraiment aider, trouver justement les points de blocage et débloquer, en tout cas commencer à travailler sur ces points-là. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour aider efficacement les personnes bègues ? Je ne suis pas très bien placé pour savoir, parce que je n'ai pas forcément étudié beaucoup la question, en tout cas récemment. Même si je l'ai beaucoup étudié il y a peut-être 10 ans, 15 ans, aujourd'hui un peu moins. Je pense qu'en fait, il faut accompagner, il faut pas laisser courir, voilà, le souci. Je pense qu'il faut pas, si on a un enfant qui est bègue, il faut l'accompagner, prendre très vite le problème, qu'il aille assez vite consulter, et surtout ne pas l'isoler, et ne pas qu'il se sente isolé. Il faut l'accompagner, faut qu'on soit présent autour de lui, autour d'elle. Faut l'aider, il faut être patient aussi pour l'écouter, pour ne pas couper ses phrases, ne pas s'agacer. Donc il y a sûrement un besoin d'expression aussi qui est là. J'en étais un, mais je pense que c'est un trait aussi des bègues, c'est l'envie de s'exprimer et cette impossibilité de dire des choses. Donc il y a certainement de l'expression artistique aussi à faire, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, que ce soit peut-être de la danse aussi. Peut-être le corps aussi a besoin de se libérer. Bref, tous les moyens sont bons. Et en plus, c'est une vraie richesse, après, de donner à son gamin, justement, les moyens de s'exprimer. Donc, après, ça nous guide pendant toute la vie. Donc, voilà, surtout éviter l'isolement. À quel moment tu as senti un changement positif avec le bégaiement ? Je pense que le premier moment où j'ai senti un changement positif, ça a été le saxophone, de savoir que je pouvais sortir quelque chose de bien de ma bouche. Après, le moment vraiment très positif où j'ai senti que j'étais vraiment un peu sorti du guêpier, quoi, c'est vraiment quand j'ai fait du théâtre. Quand je suis rentré dans la classe de mon professeur, Raffaelli, que ça a été une expérience assez incroyable, humaine et personnelle. Et là, en voyant qu'il y avait cette énergie sur scène, que j'étais capable de faire des choses bien, que c'était pas fermé pour moi, quoi, que c'était un monde qui, en fait, je croyais que ce monde était fermé, et en fait, il était ouvert. Et c'était une grande joie. Il y a une anecdote assez drôle, c'est que pendant que j'étais au conservatoire de théâtre, je passe un casting pour jouer dans un téléfilm. Et quand je me présente au casting, apparemment le mec, j'étais pas trop le profil, quoi. Il cherchait quelqu'un de petit, selon ses mots, pas très beau. Enfin, c'est pas que je me considère beau, mais voilà, en tout cas, pas très beau, et que bon, bref. Et en fait, quand il m'entend jouer, je bégaye. Et là, il dit: ah, super, c'est ça qu'il faut. Il faut un bègue. Donc je me retrouve à jouer un bègue. Et quand je joue, quand il y a la prise, quand il y a le clap et qu'on me dit action et que je joue, je n'arrive pas à bégayer. Je n'arrive plus du tout. Ça faisait 1 an que je faisais du théâtre, que j'étais à Blinde, que j'avais appris plein de textes, que je jouais, et que je bégayais plus. Et là, d'un coup, on me demandait de bégayer. Et en fait, la première journée, j'ai mimé le bégaiement, mais il n'était pas réel. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le 2e jour ou le 3e jour, je commençais à rebégayer. Et donc, il y avait un switch dans ma tête qui s'était réinversé.
Et j'ai mis 6 mois pour m'en défaire après. Après, c'était vraiment... voilà, c'était revenu. Et donc c'est assez étrange hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais dire à l'enfant que tu étais? Que je voudrais dire à l'enfant que... Ce qui est assez drôle, c'est que je vais avoir un enfant là, donc voilà, merci. Mais ce que j'aimerais dire à l'enfant, c'est peut-être de s'accrocher. De s'accrocher, de ne pas faire attention à ce que peuvent dire les autres, de méchants ou de stupides surtout. Et de s'accrocher, et que tu pourras toujours t'exprimer. Que tu trouveras les chemins de l'expression, si c'est important pour toi, et accroche-toi. Voilà, accroche-toi et tu vas voir, ça va bien se passer, quoi. Voilà. Tu m'as dit que tu allais devenir papa. Est-ce que tu ressens une certaine appréhension sur le fait que ton enfant puisse être bègue? C'est marrant parce que j'ai jamais pensé. J'ai pas pensé à que mon enfant soit bègue ou pas. Non. Non, parce que franchement, si elle était bègue, je serais bien placé pour lui en parler. Donc voilà, on s'assiera tous les deux, on mettra le temps à en discuter, mais on se répétera un peu, mais ça sera bien. Mais après, il y a un truc qui est assez vrai, c'est que il y a quand même 4 fois moins de femmes bègues que d'hommes. Donc en fait, les femmes, c'est 25%, et les 3/4, c'est des hommes. Donc il y a quand même un truc assez étrange à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a peut-être un hétérogénétique et compagnie, parce que c'est plus chez les hommes que chez les femmes. Donc a priori, elle a quand même 3 fois moins de chances que moi, en plus. Vraiment, ça serait vraiment pas de peau, quoi. Mais après, on vit tous avec un... Moi, j'avais un oncle qui est décédé depuis, mais qui était handicapé, qui avait perdu une main. Et voilà, il était très fier il était champion de gym, il était très, très fier de dire qu'il faisait la roue avec sa main, enfin en se cramponnant et en faisant des saltos avec une main. Voilà, c'est aussi, il aurait peut-être jamais fait ça s'il avait eu ses 2 mains. Mais comme il avait une main, il est allé le faire. Donc le handicap est un moyen aussi d'essayer de le dépasser. Alors, il y a handicap et handicap. Hein. Voilà, on est tous... il y a des choses qui sont énormément difficiles et beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais le bégaiement peut être aussi c'est un handicap un peu vicieux parce que il est étrange, c'est pas quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est là, qui est à l'intérieur. On se dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? Il vient, il revient, il repart, comme un truc, comme l'acné, quoi. Enfin, c'est assez impalpable. Donc c'est ça qui est difficile, je pense, même pour les autres qui sont en face, de comprendre vraiment ce qui se passe chez la personne. Mais bon, peut-être que cette vidéo va permettre de comprendre un petit peu, enfin, à ma petite échelle, parce que, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais il y en a en France. Où en es-tu aujourd'hui avec le bégaiement? Aujourd'hui, je suis dans une période assez calme et assez maîtrisée, on va dire. Je ne me suis pas remis en danger comme je me suis mis en danger quand j'ai fait des lives. Donc, je pense que peut-être que j'en suis au moment de me dire peut-être que je vais reprendre le théâtre. C'est possible. Enfin, peut-être épisodiquement, peut-être très faiblement. Mais comme je suis retourné dans ma ville de naissance, qui est Marseille, et que j'ai des amis comédiens, il se peut qu'à un moment donné, il y en ait un ou deux qui me disent viens nous aider pour quelque chose, et que je dirais oui avec plaisir, je pense. Mais donc, voilà. Après, franchement, j'ai quelque chose d'assez apaisé. Puis là, je pense que je vais être papa, donc je vais passer à une autre étape. Voilà, une autre étape, moins se regarder dans le nombril. Est-ce que tu as une réponse pour les gens qui se permettent de dire à certaines personnes qu'elles font exprès de bégayer? Qui retournent à leurs recherche d'études, c'est tout. Enfin, voilà, que c'est pas du tout ce qu'il faut dire et c'est complètement débile. Non, je pense que s'il y a quelqu'un de bègue en face de vous, il faut essayer d'être patient. D'être patient, de lui dire à un moment donné, si c'est vraiment... si quelqu'un s'étouffe quand il parle parce qu'il est trop crispé, que peut-être voilà, qu'il respire, qu'il se calme, qu'il a le temps. En fait, un bègue pense qu'il n'a pas le temps. Voilà, il n'a pas le temps parce qu'il sent qu'il prend le temps de quelqu'un. On a l'impression, quand on bégaye, en fait, qu'on est un voleur de temps, qu'on vole le temps de cerveau disponible de la personne en face, quoi. Donc on n'est pas légitime, on n'est pas machin, donc ça nous crispe.
Donc au contraire, il faut en fait, un bègue, il faut essayer de déverrouiller, de désamorcer tout ça, quoi. Et petit à petit, c'est une cheville, c'est une autre, c'est machin, et puis petit à petit, personne va pouvoir parler, se libérer et s'exprimer. À l'heure d'aujourd'hui, tu préfères t'exprimer à l'oral ou à l'écrit? Alors c'est une bonne question ça. Est-ce que je préfère m'exprimer Comme j'ai fait beaucoup de télé maintenant, ça a un peu, je ne vais pas dire pervertir, mais ça m'a un peu, je me suis un peu conformé à l'écriture télé, et du coup j'ai un peu plus de mal à écrire en fait. Mais j'aime les deux, je crois. J'aime les deux, et puis en fait au bout d'un moment ça revient. Euh, Peut-être que maintenant j'aimerais peut-être écrire d'autres choses que des articles ou choses comme ça. Peut-être, on verra si on passe à un autre modèle. Mais j'aime beaucoup aussi l'écriture documentaire. Je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses. Euh, mais j'aime bien les deux. J'aime bien et l'expression orale finalement. Ben oui, alors que j'étais pas forcément destiné à ça, j'en ai quand même beaucoup fait. Est-ce que le bégaiement t'a appris quelque chose dans ta vie? Bah, ça a été un moteur et un frein en même temps. Enfin, peut-être. Peut-être que si j'avais pas été justement bègue, j'aurais peut-être continué la voie de la comédie parce que j'aurais fait des castings et que j'aurais été moins crispé pour mes castings parce que je bégayais. Donc peut-être. Mais encore, j'en suis pas sûr. Et pour ce qui est du journalisme, peut-être que j'aurais fait plus de direct et que j'aurais été plus en évidence, que ça m'aurait peut-être ouvert des portes différentes, mais peut-être pas non plus. Enfin, c'est pareil, on refait des matchs, voilà, c'est comme dire, oui, si tel joueur avait joué, on aurait gagné, oui, d'accord, mais tu n'en sais rien en fait. Donc écoute, de toute façon, la vie, elle est ce qu'elle est, et j'ai pas de regrets particuliers. J'ai parfois des trucs, vous savez, des trucs qui passent mal, parce que là, quand même, j'aurais bien aimé que ça passe. Mais parfois ça passe pas, et c'est ça la vie aussi. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Et on a tous des rêves. Il y en a qui sont accomplis, d'autres pas. Et après, il faut continuer. Il faut continuer quand même, et peut-être continuer, et certainement continuer de rêver, et certainement continuer d'essayer de les réaliser, même si on n'a plus 20 ans. Et quand on a 20 ans, il faut y aller, ça c'est sûr. Est-ce que tu as développé une qualité grâce à ton bégaiement? Bah, le bégaiement m'a poussé justement à... Puisque je me fermais, puisque je me crispais, la parole ne sortait pas, ça m'a poussé à trouver des solutions pour que la parole sorte, pour que je me décrispe et que je puisse être libre, et que ça n'influe pas justement sur ma vie, pas trop en tout cas. Et oui, donc ça a été un moteur quelque part, c'est sûr. Ça m'a permis, ça m'a obligé à trouver des solutions. Quand la porte se fermait, bah, passer par la fenêtre. Quand la fenêtre se fermait, bah, passer par le toit. Et ainsi de suite, quoi. Et donc c'est un combat. Ça a été quand même un combat sur des années. Avec des moments où tu avances, des moments où tu recules, voilà. Mais oui, ça m'a poussé, ça a certainement forgé mon caractère aussi. Donc, est-ce que j'aurais pas été un type, si j'avais pas bégayé, un type complètement arrogant? Je sais pas. Non, mais ça pousse à l'humilité aussi. Voilà, déjà, c'était un peu la phrase de Moïse, justement, qui disait: comment Dieu, tu veux que je sorte mon pays d'Égypte, et je n'arrive même pas à sortir un mot. Donc oui, c'est quand même... ça te pousse à dire, bon, bah, ok, j'ai ça, je vais pas faire le mariole, quoi. Je vais pas sortir mes gros muscles, parce que de toute façon, je suis pas crédible. Mais c'est pas pour autant que justement tu recherches pas à regagner, en tout cas à gagner ta fierté, gagner ton honneur, et à dire, voilà, bah, maintenant je m'exprime comme tout le monde, et j'arrive à faire ce que vous pouvez faire, quoi. Donc oui. Après, peut-être, je sais pas si ça peut être aussi reconnu comme handicap. Je sais pas trop ces questions-là. Je sais pas à quel point on mesure ça. Combien de mots bégayés par phrase on estime qu'on est handicapé ou pas? Enfin, je sais pas bien ces choses-là. Ce seraient sûrement des choses à creuser, parce que certainement que ça peut jouer dans certaines professions. Si on te laissait le choix de recommencer ta vie avec ou sans le bégaiement, que ferais-tu? Bonne question. Puisqu'on ne me demandera pas, je dirais avec. Donc là, je vais te lire une citation d'un orthophoniste que j'ai trouvé sur Internet.
Tu vas me dire ce que t'en penses et si c'est ton cas à l'heure actuelle. Sortir du bégaiement n'est pas nécessairement ne plus bégayer. C'est faire en sorte que le bégaiement ne joue plus un rôle dans sa vie, que rien de ce trouble ne vienne influer sur les décisions que l'on prend sur le plan professionnel, sur le plan affectif ou dans la vie quotidienne. Qu'on dise ce qu'on veut, où on veut et à qui on veut. C'est exactement ça, je pense que c'est très bien résumé. La question n'est pas d'arrêter de bégayer, la question c'est de plutôt bien le vivre. Après, il y a des moments professionnels. Si vous faites un direct à la télé, imaginez que le mec il bégaye, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faut qu'à des moments professionnels ou un comédien qui bégayerait, voilà, c'est compliqué. Il faut quand même arriver peut-être que ça soit pas un frein pour le travail. Sûrement, mais après c'est des cas très particuliers, quoi. Je pense pas que ce soit fondamental. Pour terminer, j'aimerais savoir si tu as une phrase qui t'inspire, qui te pousse à avancer chaque jour. Est-ce que j'ai une phrase qui m'inspire chaque jour Moi, il y a une phrase que j'aime bien, mais c'est une phrase du Talmud qui dit « Ne pense pas que le sang de ton prochain soit plus rouge que le tien ». En fait, ce qui veut dire qu'en gros, on a tous le même sang et qu'on est tous les mêmes. Voilà, c'est un peu une phrase humaniste que j'aime bien. Et en gros, ça fait partie de mon métier aussi que l'aventure des hommes, en fait, m'intéresse et me passionne même, et que c'est une aventure toujours entre la liberté, l'exclusion, l'inclusion, j'ai fait beaucoup d'histoire aussi, j'ai été en fac d'histoire, donc ça m'intéresse, voilà, ces mouvements en fait de démocratisation, de liberté et en même temps d'autorité, de ce qui est à l'inverse, quoi, voilà, d'exclusion comme on peut avoir aussi aujourd'hui dans nos sociétés. Merci de m'avoir accordé cette interview et de m'avoir fait confiance. Merci à toi.